Le titre s'appelle L'usine de rien. Je crois que les premiers plans, on voit des machines-outils s'activer dans le vide. Bon, donc on voit à peu près dans quel genre d'univers on peut se trouver, et tout part de là. C'est-à-dire que le secteur d'activité de l'usine est très secondaire, puisque de toute façon ils sont amenés à ne plus travailler, dans la mesure où dès le début il y a une délocalisation, les machines sont prises. Donc la situation est posée avec une rapidité exceptionnelle. On a une espèce de condensé comme ça de la situation du capitalisme contemporain, de la façon dont il dilapide l'industrie européenne notamment. Ça c'est le constat de départ, c'est-à-dire que là où je pense que beaucoup de films auraient terminé là-dessus, lui il commence par là. Et il commence par là, et tout de suite il rentre dans une problématique qui est pour moi beaucoup plus productive de sens, beaucoup plus productive de cinéma surtout, à savoir qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait avec cette espèce d'aporie? Parce que tout le film va se tenir. On peut dire que l'usine de rien est une espèce d'oxymore. Une usine, précisément, fabrique quelque chose. Là, c'est une fabrique qui fabrique rien. Et tout le film va se tenir comme ça dans des sortes d'apories ou de paradoxes, de contradictions. On aurait dit dans un langage marxiste, une contradiction absolument insoluble. À savoir que c'est vrai que la classe ouvrière, on lui demande de militer pour que soit maintenu l'outil qui l'aliène. Et ces ouvriers, leur désarroi vient de là. Alors après, ils se mettent en grève. Mais ils se mettent précisément en grève alors que ce qui a été le calcul de leurs possédants, de leurs propriétaires, a été précisément de les priver de travail. A greve dá-te mais esforço para dormir. Vamos à votação. O que é que nós queremos? Estamos à espera de quê também? Trabalho. Zé, o que é que nós queremos? Trabalho. Então, a greve é até obtivermos o que A queremos. greve é a última ferramenta de trabalho. Queremos todos ou não? A ocupação pode ser. La grève est notre meilleur outil de travail. Donc là, vraiment, on est dans un constat très proche de l'absurde. Il y a même un comique, je pense, de la situation, en quelque sorte. Le film est, au bout du compte, assez, à la fois mélancolique, âpre, violent, combatif, mais il est aussi drôle. Il y a une drôlerie de cette situation complètement folle. Donc on va avoir des ouvriers qui glandent dans leur usine, qui essaient, encore une fois, de maintenir un outil qui a été quand même l'agent de leur aliénation. Une chose qui me paraît très forte dans le film, et où là je trouve qu'il a retenu les meilleurs enseignements d'un certain cinéma politique des années 70, je pense à celui des Straub ou de Godard à sa période politique, c'est que précisément la théorie et la vie sont absolument intriquées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les gens qui pensent et de l'autre les gens qui vivent. Zé serait celui qui vit, l'ouvrier pris dans une situation. Et de l'autre, Daniel, le cinéaste, qui serait plutôt le pôle théorique, et puis les quelques compagnons de table qu'il a à un moment, parce qu'il y a comme ça une injection très surprenante, au bout d'une heure de film, je crois, d'une discussion entre intellectuels, je dirais, intellectuels marxistes pour aller vite. Évidemment, moi aussi, je sympathise beaucoup avec les ouvriers qui chassent les patrons et qui partagent entre eux le profit de la production, c'est clair. Sans hiérarchie. Alors pour moi, si je peux critiquer l'idée d'autogestion, ce n'est pas parce que c'est trop radical, mais finalement c'est pas assez radical, je dis. Une usine autogérée, isolée, reste quand même un acteur de marché. Et il se trouve que Daniel lui-même, qui fait partie de ces intellectuels-là en tant que cinéaste et qui a envie de filmer les ouvriers, va lui-même se retrouver dans la situation. C'est-à-dire que lui-même se retrouve aussi à glander dans l'usine, lui-même se retrouve à discuter avec les autres, je dirais à égalité avec les autres, quoi. Donc la théorie et la pratique sont complètement imbriquées, de la même façon que, réciproquement, les ouvriers qui seraient censés être des gens qui vivent une situation mais ne la pensent pas, ne cessent de la penser. Ils n'arrêtent pas d'avoir des discussions entre eux. Dès le début, ça discute beaucoup. Ça discute pour, par exemple, accepter ou non les indemnités. Les propriétaires commencent par dilapider l'outil et en général, la ressource humaine arrive derrière pour organiser la misère, pour indemniser, etc. Donc ils discutent de ça, par exemple. Puis après, plus tard, ils discuteront de l'autogestion, un peu plus tard, beaucoup plus tard dans le film. Ils ne cessent de discuter. Donc on a des ouvriers pensants et on a des intellectuels qui fabriquent. Et de ce point de vue-là, les deux gestes sont tout à fait solidaires, même si, bien sûr, comme le film ne cesse de questionner beaucoup de choses et de se tenir dans les contradictions, le film n'est jamais fou de lui-même. Ça, c'est vraiment une chose que j'apprécie terriblement, c'est qu'il ne cesse de penser contre lui. Il y a aussi, bien sûr, des hiatus entre la position de l'intellectuel cinéaste et la position de l'ouvrier. Hiatus qui va culminer dans l'engueulade qu'ils ont à la fin du film. Pensas que eu não percebi logo essa história da Argentina? Uma encomenda que cai do céu? E qual é o problema? Porquê é que tu não disseste lá dentro que eras tu que estavas por trás disto tudo? Hubiera sido una estupidez falar de minha relação com a Argentina. Porque a cuestión de autogestión
è un trabalho de confianza, de toma de confianza. C'est la capacité des filmés comment dire, manifester une désapprobation par rapport à la façon dont le cinéaste tout-puissant, incarné par ce Daniel, voudrait tout de suite, disons, les prendre dans sa forme à lui, les introduire dans le récit que lui a imaginé, qui est à la fois un récit politique, parce qu'il voudrait qu'ils aillent à l'autogestion, mais aussi un récit formel, à savoir là vous allez chanter, vous allez danser, bon, et c'est vrai que Zé lui fait remarquer que sa comédie musicale néo-réaliste, je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle, c'est du vent, c'est du pipeau, ça veut rien dire, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Ce qui me frappe surtout dans le film, c'est à quel point pour lui, des gens qui sont en train de discuter, c'est pas moins réel que des gens qui sont en train de travailler, ou des gens qui seraient à l'usine, enfin, en train de s'activer à leur machine. Bon, ça c'est une conception, je dirais, matérialiste hein, de la théorie. Hein, que la théorie, elle est dans le réel, elle fait elle-même partie du réel. Pour moi, le film est un essai, mais alors au sens le plus noble d'essai, c'est-à-dire qu'il tente en permanence des choses. Hein. Essai, c'est essayer. Il tente non seulement des hypothèses scénaristiques, bon, on va essayer de faire ça, ah tiens, pourquoi pas l'autogestion, oui, mais bon, l'autogestion, ça pose quand même un problème, parce que ça reste quand même du travail, on est quand même encore dépendant du marché quand on est dans l'autogestion, etc., etc. Donc il y a déjà un rapport très hypothétique à la pensée politique elle-même, quoi. On va tenter des choses, et puis ces ouvriers sont en posture eux-mêmes expérimentale, hein. Ils sont en train d'éprouver quelque chose, hein, d'essayer un truc. Mais le film lui-même n'arrête pas d'essayer des protocoles formels très divers. C'est vrai qu'il part sur, je dirais, un univers qu'on pourrait appeler de réalisme politique, hein, un naturalisme politique. Et puis, de temps en temps, il tente autre chose. Donc, par exemple, effectivement, un moment musical. Je ne sais pas si on peut appeler ça comédie musicale, parce que moi, j'aime assez que la chorégraphie soit bien pourrie, que ce soit une chorégraphie ouvrière, quoi. Il n'y a rien de... Enfin, on part pas comme ça radicalement dans l'enchantement musical, quoi. On voit les corps encore assez pathos, amateurs, mais ils tentent aussi des choses, des irruptions. Bon, il y a par exemple cette scène avec les autruches, quoi, qui est une espèce d'injection de fantastique, ou je sais pas trop quoi, onirique, pourquoi pas. Il y a plein de registres comme ça qui sont tentés. Il y a aussi le registre intime, hein, ce qui se passe entre Zé et sa compagne, sa concubine. Moi, je sens que le film n'a pas cessé d'avancer en réfléchissant, quoi. C'est-à-dire que oui, on pose un peu les bases de quelque chose, puis on les détruit pour tenter autre chose. Donc il tente des agencements formels de la même façon que ces ouvriers sont en train d'essayer de tenter des agencements politiques. Là-dessus, il est très ajusté à son sujet, quoi. Moi j'aime quand même beaucoup le moment musical, qui est d'ailleurs en plusieurs temps. Il y a plusieurs registres hein, qui se suivent. Je pense que ce qui se passe à ce moment-là, sur le moment musical, c'est exactement l'usage que fait Brecht des chansons dans son théâtre. Les chansons chez Brecht, c'est toujours le moment du problème. C'est le moment où on est tellement arrivé à une sorte d'impasse théorique et une impasse dans les faits qu'il n'y a plus qu'à chanter, alors non pas dans une truc d'énergie du désespoir et toutes ces conneries, mais plutôt on va un peu danser sur nos contradictions, quoi. Et là, c'est vrai que la première fois qu'ils dansent tous ensemble, c'est parce qu'ils viennent de recevoir une commande d'Argentine. Laquelle commande pourrait leur permettre de pérenniser leur modèle autogestionnaire. Oui, enfin, sauf que c'est quand même des gens qui, aussi autogestionnaires soient-ils, et même s'ils sont en train d'inventer un nouveau système, des nouveaux rapports de production, sont quand même en train de se réjouir d'avoir une commande, ce qui est quand même typiquement une jubilation de commerçants. C'est ce qui donne raison à une discussion qu'il y a en amont entre les intellectuels, où un intellectuel dit que l'autogestion c'est bien joli, mais enfin on est quand même encore tributaire du marché. Moi j'aime assez cette jubilation qu'ils ont à ce moment-là, mais c'est une jubilation ironique. Et donc il y a un statut ironique de la chanson à ce moment-là. Mais les deux sont maintenus, la joie et l'ironie, sans que l'une ne prenne le pas sur l'autre. Fizeste sempre tanto mal! Mas nós chamamos-te
nous sommes tous confrontés en permanence à cette ambivalence dans notre rapport au monde. Alternativement, et d'une minute parfois à l'autre, et parfois même dans la même minute, nous trouvons que la vie est vraiment dégueulasse et qu'elle est magnifique. Le film est beaucoup plus dans cette ambivalence-là que dans un truc qui serait monolithiquement ou de façon monocorde dans le grand désespoir de tout est fini, il n'y a plus d'illusions, il n'y a plus d'issue. Enfin, on voit bien que le film est vraiment pas là-dedans. Encore une fois, son énergie formelle témoigne quand même du fait qu'il y a une vitalité là-dedans. Et alors, ce qui est quand même génial et très rare, c'est que je pense que le film est de plus en plus fort à mesure qu'il avance. Ce qui est quand même assez rare, hein, je veux dire, y compris dans des chefs-d'œuvre. Moi, je trouve la troisième heure absolument géniale, enfin, parce que là, elle devient très profuse formellement. Là, on est vraiment dans le post-film politique, c'est-à-dire qu'on sent qu'il tente quelque chose. Il y a cette errance dans la nuit, d'ailleurs, qui est très étrange. Il y a le concert punk, et puis après on se retrouve à une table où ils sont tous un peu alcoolisés, hein, évidemment. Et on entend beaucoup de mots dans cette scène du café. Il y a des mots qui ont été sans doute mixés, je pense, par la suite, ou en tout cas pris sur le vif, puis après triturés. Et il y a plein d'énoncés comme ça. C'est-à-dire que la parole se libère totalement. Donc le film, plutôt que de poser une difficulté, puis après d'aller vers une solution, comme ça, en se resserrant avec le principe d'entonnoir qu'on connaît bien dans tous les mauvais films, au contraire, il prolifère, quoi. Il fait proliférer ses formes, ses mots. Allegria, tristeza, amistad, esperanza. Nasce, cresce, porros, trabalha, morre, faz outro. Il n'y a plus que des mots à se balancer et une espèce de multiplicité un peu joyeuse. Oui, pour moi, c'est quand même la scène qui achève de me faire penser que c'est un des films de l'année, quoi. Je n'arrivais pas à penser à autre chose qu'au film des Straub et de Godard, tellement je trouve qu'en termes comment dire, je trouve dans ce film la même intelligence, la même, comment dire, inventivité formelle qui me paraît totalement adossée à une intelligence analytique et politique. C'est-à-dire que les Straub se sont mis à inventer des formes dans la continuité de leur réflexion politique. Et parce que leur réflexion politique était tellement poussée à un point de subtilité telle qu'il leur fallait absolument inventer des nouvelles formes pour rendre compte de cette complexité politique-là. Je retrouve exactement ça dans l'usine de rien. C'est-à-dire, je vois bien que ça pense en permanence, que d'abord ça pense politique, ça pense sur qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait de la classe ouvrière, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et c'est dans la continuité même de cette réflexion politique, menée de façon extrêmement honnête, hein, souvent d'ailleurs très dialectique, hein, où ça pense en permanence contre soi-même, que là, il a besoin d'inventer des formes. C'est-à-dire que l'inventivité formelle, elle est pas comme ça, c'est pas histoire d'inventer des formes, quoi. C'est que ça arrive vraiment comme une nécessité, je dirais, par rapport à un problème politique qui est posé. Ça, vraiment, ça me paraît vraiment très en continuité de Straub, mais aussi de Godard, pour prendre vraiment les deux grands cinéastes politiques des années 60-70, quoi.